Et permettez-moi de revenir et d'inscrire ce moment dans un espace-temps historique pour comprendre un peu qu'est-ce qui a fait advenir Macron. Certains disent de quel nom est Macron. Donc Macron a eu l'intuition d'un moment historique précis qui est aujourd'hui, qui s'est inscrit d'ailleurs depuis quelque temps déjà dans l'histoire des sociétés, je veux dire, dans l'espace monde, puisque on est dans un moment de crise de l'État-nation. L'État-nation est pris sous des tensions entre des injonctions supranationales et des exigences identitaires très fortes. Et donc, avec des injonctions, par exemple, là, la Commission européenne, FMI, Banque mondiale, agences de notation, et puis par le bas, des populations qui veulent vivre leur vie locale, qui veulent s'approprier leur vie, qui veulent exercer leur droit de citoyenneté pleine, etc. Donc on est dans ce moment de crise de l'État-nation, on est dans le moment de crise des identités. Les gens se définissent par des multi-appartenances dans cet espace transnationalisé où tout circule. D'ailleurs, Macron a eu cette intuition de dire finalement, en répondant à Marine Le Pen, vous voyez les frontières, elle disait il faut des douaniers. Il lui dit mais vous rêvez, aujourd'hui tout circule à travers les moyens modernes de diffusion. Oui, alors de la globalisation, etc., ça paraît complètement obsolète. Mais c'est aussi une crise de la représentation. C'est-à-dire qu'on a des mouvements... Et la fin des deux grands partis de la dichotomie gauche-droite. En France notamment, mais même partout. Je veux dire que ça a démarré avec le mouvement des indignés, qui a donné Podemos, le mouvement Syriza, le mouvement anti-Wall Street, le mouvement, pour être dans les mouvements les plus récents, les bonnets rouges, Nuit debout, etc. Les gens ont envie de s'approprier leur vie, ont envie de sortir des cadres classiques de la politique. Et c'est dans ce cadre précis qu'intervient, qu'apparaît ce jeune mouvement. Macron a eu cette intuition, il est sorti du cadre des partis, il s'est adressé à la société civile, et du coup, il a répondu à une demande. Il a répondu à une demande qui court aujourd'hui dans les sociétés. Et ce n'est pas simplement dans les sociétés occidentales, ça se passe partout. On va voir justement des mouvements sociaux. Oui. On va voir, on va voir en détail un petit peu le résultat de cette élection pour mieux la comprendre. Si le front républicain, comme on l'appelle, a perdu de sa force par rapport à 2002, il aura tout de même permis à Emmanuel Macron d'emporter une victoire très nette sur Marine Le Pen et d'être, après Jacques Chirac, le candidat ayant enregistré le meilleur score de second tour de l'histoire de la Ve République avec 66,1% des voix face à Marine Le Pen. On observe tout de suite les précisions sur ce scrutin par Nawel Abada. Une ascension fulgurante et un cuisant échec pour Marine Le Pen et l'extrême droite en France. Le jeune centriste pro-européen, totalement anonyme il y a tout juste 3 ans, Emmanuel Macron a obtenu 66% des voix contre 34% pour sa rivale, dans un scrutin où plus de 4 millions de votes ont été blancs ou nuls et près du quart du corps électoral s'est abstenu. Une situation qui a fait dire aux nouveaux locataires de l'Élysée n'avoir pas reçu un blanc-seing des électeurs. Un avis partagé par la presse française. À gauche, l'on parle d'une victoire sous pression. La droite, elle, voit en cette échéance une élection en demi-teinte. Quoi qu'il en soit, c'est une France déchirée, dispersée, profondément divisée qui s'est réveillée aujourd'hui sans les deux grands partis traditionnels de gauche et de droite et avec un nouveau président, le plus jeune de l'histoire de l'Hexagone, 39 ans, mais avec de grands défis. Endiguer un chômage endémique à 10%, faire face à une forte menace terroriste et relancer une Europe affaiblie. Emmanuel Macron doit dès aujourd'hui s'atteler à composer un nouveau gouvernement pour entrer de plein pied dans une nouvelle et difficile bataille, les élections législatives prévues en juin. Voilà, de retour sur le plateau de Diasporama. Au lendemain de cette victoire qui a été un soulagement, il faut le dire, pour l'immigration et pour les Français qui sont issus aussi de l'immigration. Comment on envisage de capitaliser ce soulagement, puisque maintenant, aujourd'hui, en politique, c'est bien évidemment le 3e tour. La prochaine échéance, ce sont les élections législatives. Kader Selmet, une réaction là-dessus? Oui, alors tout d'abord, je voudrais revenir, comme le disait M. Kadri tout à l'heure, il parlait de tsunami, et moi je rajouterais simplement pour dire c'est un véritable bouleversement.
un véritable bouleversement de la vie politique. Alors non seulement c'est le plus jeune président de la République française de l'histoire, mais on assiste actuellement au niveau de l'Hexagone à... Ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite, ce centre-choc, on assiste à des implosions, des explosions, donc à une nouvelle donne, peut-être sur laquelle il a profité pour y arriver, mais c'est tout le défi qui se présente devant lui. On rappelle que son parti politique, En Marche, a été créé il y a moins d'une année. Hein. Moins d'une année. Et maintenant, c'est La République En Marche. Hein, voilà. Oui, ça a été En Marche tout d'abord, donc il y a moins d'un an. Et c'est une nouveauté, c'est un peu singulier sa démarche, parce que jusqu'à présent, on disait que si on n'était pas élu sur un mandat local, il était impossible de parvenir à un destin national. Et lui, il vient démentir tout ça. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de nouvelle donne. Donc, ensuite, à nous, acteurs, comme on disait tout à l'heure, la question, comment nous, on va se positionner là-dessus. C'est vrai qu'on s'est battus, on s'est tous battus afin que les idées du Front National n'arrivent pas. Ce second tour, on était tous persuadés que Marine Le Pen n'y arriverait pas, mais on avait toujours quand même cette crainte et que tout n'était pas... Mais on s'éloigne du score de 2002 de Jacques Chirac. Hein. Absolument, parce que les idées du Front National se sont malheureusement banalisées. En France, actuellement, lorsque vous êtes dans un café, un restaurant, dans les lieux publics, les gens parlent ouvertement de Marine Le Pen. Alors qu'auparavant, c'était assez discret. Lorsque, par exemple, quelqu'un qui était issu de l'immigration rentrait dans un lieu, on se taisait et on n'en parlait plus. Mais maintenant, c'est devenu banal. Il y a une parole qui s'est libérée, la parole raciste qui s'est libérée. Et même au niveau des politiques, et de gauche comme de droite. Oui, on a pu observer régulièrement un certain nombre de dérapages. Alors, au lendemain de cette victoire d'Emmanuel Macron, le président de la République algérienne, M. Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue français, élu le 7 mai à la tête de la France, en lui adressant ce message, je cite, « Le peuple français qui a su choisir en vous l'homme d'État de cœur et d'esprit capable de présider à ses destinées dans cette conjecture difficile et de conduire sa trajectoire vers l'avenir qualitativement meilleure que vous avez projetée avec une conviction communicative, a, ce faisant, fort opportunément distingué un ami de l'Algérie. Extrait du message adressé par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans son message diffusé via l'agence, l'APS, l'agence officielle. Emmanuel Macron, un ami de l'Algérie, qu'est-ce que ça vous évoque, Abdeslam Itache? Alors, l'histoire est à écrire entre la France et l'Algérie. Il est évident que les propos qu'avait tenus Emmanuel Macron par rapport à l'histoire de l'Algérie, lorsqu'il disait qu'il s'agissait d'un crime contre l'humanité, c'est déjà prendre pleinement conscience de cette histoire. Et l'idée, c'est vraiment de réconcilier. Vous savez, nous sommes franco-algériens, nous avons, nous sommes des deux côtés de la Méditerranée et nous avons cœur justement à justement dépasser tout ça. Emmanuel Macron a 39 ans, à la fin de son mandat, il en aura que 44. C'est aujourd'hui un nouveau visage. Et là aussi, moi, je voulais juste dire une chose concernant ce renouvellement du paysage politique. Il ne faut pas oublier que vous avez quand même un président qui ne se présente pas, un président de la République qui est battu à la primaire, deux premiers ministres qui sont battus à la primaire, et un Premier ministre qui n'arrive pas à passer au second tour. Oui. Aujourd'hui, le message est clair, c'est le renouvellement du paysage politique. Aujourd'hui, on en a marre de tout ça. On a un président qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais eu de mandat, parce que justement, il y a ce besoin de renouvellement et les Français le demandent. Ce qui est quand même déplorable. Et un ancien Premier ministre aussi dont on refuse l'investiture du côté de la République En Marche. Oui, et qui persiste justement dans enfin, ce sont ses choix, mais ce ne sont pas les miens. Et dans tous les cas, aujourd'hui, les Français ne veulent plus de la politique des politiciens carriéristes qui sont là depuis 30 ou 40 ans. Voilà, ils veulent du renouvellement. C'est quoi? On pourrait dire c'est la fin de la politique, du système politique dans un traditionnel, moment historique où les populations ne veulent plus exercer la politique de manière classique avec les professionnels de la politique. Ils veulent en sortir, ils veulent s'approprier leur vie, s'approprier
s'approprier la cité, au sens grec du terme, vivre leur citoyenneté active. Et de ce point de vue-là, Macron, disons, donne cet espoir. Parce que si on prend très vite, si on analyse ses discours, de ses référents, sa conception de la nation était extrêmement ouverte. Elle s'inscrit d'ailleurs dans une tradition française de la Révolution française où l'étranger était un citoyen. Je réagis là-dessus. Il reste quand même néanmoins un ancien haut fonctionnaire, énarque, donc on retrouve quand même certaines spécificités. On retrouve des choses aussi très traditionnelles, entre guillemets, dans son parcours, qu'on a l'habitude de retrouver chez tous les hommes politiques. On a pu dire que c'est un héritier, dans le sens bourdieusien de reproduction, quelqu'un, mais il se défend, il dit que je viens de province, que j'ai une famille, disons, de classe moyenne, qui s'est fait par lui-même. De fait, c'est quelqu'un qui est tout à fait pragmatique. On lui reproche ni droite ni gauche. En fait, moi, j'ai compris qu'il essayait de trouver des réponses dans le moment, qui est un réaliste et correspond à cette jeunesse aujourd'hui. La jeunesse a besoin de réponses, de sortir un peu de ses idéologies, même si les idéologies restent. Et je pense que ça prendra du temps de ce point de vue-là. Ces recompositions vont se faire dans un temps plus ou moins long. Mais en tous les cas, Macron présente un certain nombre de caractéristiques, notamment sur la nation, l'ouverture de la nation, sur la culture, et par rapport à Marine Le Pen qui était dans ses repli identitaire. Il disait la culture française, c'est aussi l'apport des autres, il citait Chagall, Picasso, prix Nobel de littérature, etc. Et que donc cette culture, c'est une culture qui est enrichie par les apports des autres. Et d'une certaine façon, il n'est pas sûr. Il a dénoncé le nationalisme étriqué. Il parle de patriotisme, il dénonce le nationalisme étriqué. Donc il répond à une demande de génération, il veut sortir des cadres classiques. Et à mon avis, ces recompositions, puisqu'il fait appel à la société civile aujourd'hui, du point de vue disons, des élections législatives, il a plus de 50%, dit-il, de gens issus de la société civile. Je pense que ça va continuer. Il est dans cette réponse et les choses vont avancer d'une manière, j'allais dire, dans une certaine dynamique. Maintenant, on peut discuter d'autres choses. Il est dans le libéralisme. Oui. C'est quelqu'un dans ces processus d'individuation, de libéralisme économique, avec le prérequis, et ça a été dit, lui-même le dit dans le débat. Je termine juste sur ça, dans le débat chez Mediapart, parce qu'il est passé au dernier moment chez Mediapart, il est pour un libéralisme égalitariste qui se nourrit de grands philosophes, qui est Rawls, qui veut conjuguer liberté, équité, justice, et de Amartya Sen, qui est sur la capacité de cet économiste bengali. Et donc il est dans une conception de l'ouverture et d'un libéralisme égalitaire et d'une appartenance à une mondialisation qui serait heureuse. Ouais. Et là, peut-être la critique pourrait démarrer sur sa conception de la mondialisation et son rapport à l'Algérie. Justement, on va lui donner la parole, on va l'écouter, pardon de vous interrompre, on va écouter Emmanuel Macron, puisqu'il faut savoir qu'il a accompli, bien évidemment, cette étape hautement symbolique, alors qu'il était encore candidat à l'élection présidentielle française, avec sa visite en Algérie, c'était le 13 et 14 février dernier, une visite qui a été marquée par une série d'entretiens ministériels où il a évoqué le poids du passé et les promesses de partenariat d'avenir. Nous avons évidemment passé en revue les dossiers en cours, d'une part, et d'autre part, évoqué également l'importance des dossiers relatifs au numérique, aux énergies renouvelables, en particulier le solaire, sur lequel des appels d'offres importants seront passés, mais également la volonté qui est la mienne, je crois dire la nôtre, de renforcer encore ce partenariat sur les infrastructures, l'échange de talents et poursuivre le travail qui a été formidablement conduit durant ces dernières années en Algérie, de normalisation du cadre d'affaires et d'amélioration du cadre d'affaires, ce qui est très important pour nos entreprises. Voilà. Aujourd'hui, que pensez-vous que l'élection d'Emmanuel Macron, là on a écouté sa déclaration, c'était en février dernier, il était alors candidat à l'élection présidentielle, que pensez-vous que son élection puisse apporter dans les relations algéro-françaises, Kader Selmet? Moi je pense que le point principal qu'il faut retenir, c'est que c'est le premier président à être né après l'indépendance
algérienne. Donc c'est un fait nouveau et très très important. Vous pensez que c'est ça qui explique le regard peut-être dépassionné aussi, la façon d'aborder l'histoire? En tout cas, c'est un paramètre important pour l'avenir et il n'y a pas tout ce passif qu'ont eu ses prédécesseurs, et je pense que c'est un point important. C'est une autre génération qui se tutoie. On l'a vu, à l'aise avec les différents représentants algériens. Et bien sûr qu'il faut regarder l'histoire et ces crimes qu'il évoquait. Mais en même temps, je pense qu'il y a les crimes commis à l'époque par le colonialisme français. Mais au-delà, nous avons également un avenir à travailler avec la nation française, avec le peuple français. Et c'est un jeune président qui regarde vers l'avant. Et je pense que nous avons besoin de ce genre de personnages. Et nous devons. C'est un avenir de toute façon que nous avons. Pour établir des passerelles. Absolument, des passerelles entre les deux rives de la Méditerranée. Oui. Alors la question de l'économie, la question de l'histoire aussi, on va y revenir à cette question de l'histoire. C'était un des moments forts de la visite d'Emmanuel Macron, cette déclaration qu'il a faite sur la guerre d'Algérie. Déclaration sur le terme, il a utilisé ce terme très fort, de crime contre l'humanité. Il a d'ailleurs renouvelé ses propos lors du débat de l'entre-deux-tours face à Marine Le Pen. Il a donc assumé, réitéré ses propos. Est-ce que ça explique peut-être aussi l'adhésion de la communauté des Franco-Algériens? Oui, aujourd'hui, en tout cas les Franco-Algériens, je pense, se sont massivement déplacé pour voter pour Emmanuel Macron parce que justement il incarne cette nouveauté et alors il est jeune, il a des projets ambitieux pour la France, mais il a aussi ce devoir d'inventaire de ce passé colonial, de cette responsabilité et il n'élude pas du tout cette partie de l'histoire, et bien au contraire, parce qu'il a bien compris une chose, c'est que pour pouvoir construire l'avenir, il y a un moment où il faut justement dépasser tout ça. Si en effet la France a commis des erreurs, elle le reconnaîtra et elle dédommagera. En tout cas, c'est ce que je demande, moi, à ma part de francité, à mon pays, la France, de pouvoir reconnaître si elle a commis des crimes, qu'elle puisse justement réparer ces choses-là. Pour justement pouvoir repartir sur un échange sain, pas du tout dans le passé, vous savez, le France-Afrique que l'on connaissait, et voilà, et dans un échange gagnant-gagnant, donnant-donnant et gagnant-gagnant. Oui. C'est une démarche audacieuse, la déclaration d'Emmanuel Macron? Je pense qu'il faut distinguer chez Macron deux dimensions. D'abord, la dimension culturelle, puisque c'est quelqu'un qui est né avec la construction européenne. Il se dit pleinement européen. Il s'affirme comme pleinement européen. Son premier geste, c'est d'aller voir Merkel, d'ailleurs. Et je ne sais pas qui va nommer comme Premier ministre, sans doute quelqu'un d'européen, je pense. C'est quelqu'un donc qui... en parlant de l'Algérie, il a posé le modèle franco-allemand, de la réconciliation franco-allemande. Et il dit, en gros, il nous faut créer avec l'Algérie un office de la jeunesse franco-algérienne, comme a été créé un office de la jeunesse franco-allemande. Il faut créer une chaîne comme Arte. Il faut dynamiser la dimension culturelle avec l'Algérie. Ça, c'est un volet qui lui tient beaucoup à cœur. Et je pense que là, il a bien compris aussi qu'il y a une jeunesse qui est dans les bruits du monde et qui a envie de participer avec la jeunesse française et la jeunesse européenne, de l'ouverture et d'ailleurs d'inscrire l'Algérie dans les programmes européens, les programmes intellectuels, les programmes d'échange européens, des universités, etc. Le deuxième niveau, il est un niveau économique, je pense. Et le niveau économique, il est un peu dans cette logique allemande, finalement. Et c'est là où je disais tout à l'heure, le libéralisme pointe par là. Il est que le Maghreb et l'Algérie en particulier, qui est un géant de l'Afrique et du Maghreb, soit une espèce d'interland, une espèce d'arrière-cour de la France dans des processus de colocalisation économique, un peu comme l'Allemagne l'a fait avec la Pologne, avec la Tchéquie, avec la Hongrie, etc. Et que de ce point de vue-là, il envisage, et c'était Montebourg qui avait lancé cette idée, il envisage des relations, disons, un peu gagnant-gagnant par l'économie, où il y aurait une espèce de complémentarité. La question donc est posée à l'Algérie de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus reproduction de la domination ou de la dépendance. Il faudrait que nous soyons
Qu'on s'inscrive dans l'échange et qu'on ait tous les outils aussi en place. Que nous soyons partenaires entiers, que nous soyons conscients de ces rapports inégaux, finalement, et que nous puissions engager des profondes réformes pour être, disons, aller vers un partenariat en phase gagnant-gagnant. avec cette vision. Ceci étant, avec les limites, je disais tout à l'heure, les limites de l'idéologie libérale ou néolibérale, qui est effectivement qu'elle ne connaît pas de frontières du point de vue de l'échange économique, et que ce point de vue-là, l'Algérie doit être prête, sinon à se voir complètement démantelée ou être un pays qui est au service, notamment pour des industries et pour des secteurs économiques qui ne sont plus les secteurs de pointe que vont s'approprier l'Europe, les nanotechnologies, le numérique, l'écologique, etc. Je pense qu'il nous interpelle sur ça. Il nous faudrait qu'on soit prêt d'un point de vue des réformes économiques pour répondre à cette demande. Tout à fait. Et ce point de vue-là, il est dans le monde. Et je pense qu'il est sincère. Quand il dénonce les crimes contre l'humanité, il l'a redit à 2 reprises. Et je pense qu'il va faire un discours très fort de reconnaissance. Parce qu'il a envie, lui, dit-il, il s'adresse, disons, aux mémoires françaises. Hein. Il dit, je veux réconcilier les mémoires françaises. Alors donc, justement, je réagis là-dessus. Le hasard, un petit peu l'ironie du calendrier a voulu que Emmanuel Macron soit élu le 7 mai. Le lendemain de son élection, donc les messages de félicitations arrivent, dont celui, bien évidemment, du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Donc on est le 8 mai. Et le 8 mai, l'autre 8 mai, c'est bien sûr ce 8 mai 1945. Il l'a dit, je m'excuse, il l'a dit à Mediapart. Edoui Plenel l'a interrogé sur cette question du 8 mai. Il lui a dit, c'est demain le 8 mai. Il est passé, je crois, juste avant le second tour à Mediapart. Il lui a dit, est-ce que vous feriez un geste fort? Il a dit oui. C'est pas possible ce 8 mai, il l'a dit, c'est pas possible, mais je vais faire un geste fort. Justement, on va voir avec nos élus comment le 8 mai est commémoré. Il le fait avec la réserve qui s'adresse aux mémoires françaises. Il s'adresse presque pas à l'Algérie. L'Algérie, on va s'intéresser, en Algérie, il l'a dit. Oui, mais là, on reprend pour réconcilier les mémoires françaises. Ça, on a bien compris. On va juste voir justement comment ces mémoires du 8 mai 1945, elles sont commémorées et quel est le rôle justement des élus dans les communes. Le 8 mai, c'est une date que vous commémorez chaque année, aussi bien à Nanterre qu'au Blanc-Ménil, à Abdeslamitache. On le commémore au cimetière, enfin en l'occurrence pour le Blanc-Ménil, au cimetière du Blanc-Ménil et sur la place de la Libération. Justement, enfin, cette victoire contre le joug colonial, enfin, l'occupation nazie. Mais dans les cimetières, il y a aussi des étoiles à 5 branches pour rappeler aussi qu'il y a des Africains et des Algériens qui sont morts justement pour combattre l'idéologie nazie. Vous voyez, le rapprochement aujourd'hui avec justement ce deuxième tour qui est vraiment dangereux au niveau des libertés, avec un Front National qui est encore une fois au deuxième tour et aussi dans un processus de banalisation. Concernant le 8 mai, naturellement, j'étais au cimetière donc, pour cette commémoration et l'après-midi dans un rassemblement pour l'autre 8 mai 45. Parce que, en effet, ça devait être, et c'est une victoire collective contre le nazisme et les Algériens ce jour. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Sont sortis pour demander justement leur indépendance et l'autodétermination, et vous connaissez la suite de l'histoire avec des massacres en masse d'Algériens qui demandaient qu'une chose, c'était la liberté. Oui. Et est-ce que c'était l'échange, j'imagine, avec les plus jeunes est important? Nous avons un devoir de transmission à l'égard de nos jeunes pour qu'ils puissent comprendre aussi cette part d'histoire, parce que, vous savez, oublier l'histoire, c'est tuer une deuxième fois les gens. Et qu'on a ce devoir de transmission pour que les générations suivantes puissent savoir ce qui s'est passé. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes des élus de la République française, mais il y a des gens avant nous qui ont travaillé justement, qui ont fait avancer les choses, qui nous ont permis aussi de connaître l'histoire et de nous construire aussi politiquement. Et bien sûr, l'idée, c'est pas de rester 40 ans, je le disais tout à l'heure, en politique, mais c'est de pouvoir passer le flambeau à d'autres jeunes pour qu'ils puissent, à leur tour, pouvoir travailler. Parce que la France que je défends, c'est la France diverses et variées, de toutes origines. Et parce que, voilà, on vit pleinement notre francité à travers les échanges de toute origine, de tous horizons. Et aujourd'hui... Est-ce qu'il n'y a pas là, justement, pardon, un créneau, j'ai envie de dire, qui doit être investi justement par les Franco-Algériens, par ceux et celles qui sont issus de l'immigration, justement, pour réconcilier, entre guillemets, les mémoires? Est-ce que vous pensez qu'ils ont, Monsieur Kadri, un rôle important à jouer, ces personnes issues de l'immigration? Bien sûr, l'immigration franco-algérienne ou l'immigration algérienne en France a un rôle extrêmement important. Elle a eu un rôle important dans l'histoire. Par le passé, vous n'êtes pas sans savoir que c'est dans l'immigration qu'est née l'idée de l'indépendance nationale à travers les luttes de l'immigration qu'on méconnaît souvent à travers les douanes nord-africaines, le PPA qui est né en Nanterre le 11 mars 1937. Et aujourd'hui, disons, cette histoire, elle est là, et les jeunes, il faut leur transmettre cette histoire. Alors, la question, c'est que l'école française ne transmet pas. Elle met souvent en porte-à-faux ces jeunes par rapport à leur histoire, puisque même si les choses ont avancé du point de vue des programmes scolaires, la question donc de la mémoire, de l'histoire coloniale reste réduite un petit peu dans. Il y aurait un travail de réforme. Voilà, il y aurait. Je pense que là Macron aussi, puisque il dit que son première réforme, c'est vers l'école de donner, de développer, de mettre en place des classes de 12 élèves avec tout de suite là en septembre. Et je pense que ça ira jusqu'à la réforme des programmes. Les choses avanceront de ce point de vue-là, parce que on n'a pas, par exemple, l'histoire de l'immigration dans les programmes scolaires. On n'a pas l'histoire coloniale, on n'a pas l'histoire de cette guerre coloniale, de ces crimes coloniaux. Et du coup, il faudrait que ces jeunes aient cette histoire pour les réconcilier, pour ne pas les mettre en porte-à-faux par rapport à leur histoire franco-algérienne. Et un des hauts lieux, vous le soulignez, de l'immigration, c'est bien évidemment Nanterre. Nanterre, Kader Selmet, vous êtes conseiller municipal à la mairie de Nanterre. Nanterre, c'est vraiment le phare, si je puis dire, dans l'histoire de l'immigration. Oui, tout à fait. Et donc, au-delà de ce qu'évoquait M. Kadri, au niveau de l'histoire et du soulèvement de la lutte du peuple algérien pour l'indépendance, à Nanterre, nous commémorons donc depuis fort longtemps le 17 octobre 1961, et puis également, comme le disait Abdeslam à l'instant, l'autre 8 mai 1945, qui, pendant plusieurs années, n'était pas évoqué par les responsables politiques français de tous bords d'ailleurs. Et maintenant, bon, ça a commencé par la gauche et puis ça se décline sur des villes de droite, du centre, pas toutes, mais on fait des progrès. Moi, vous savez, quand je rencontre des amis, je leur raconte souvent cette histoire de la falaise qui fait face à la mer. Et je me dis, nous avons un devoir de mémoire. Et cette falaise, je le raconte souvent que nos parents, quand ils sont partis d'ici, d'Algérie, de cette terre d'Algérie, en France, et puis qui ont connu donc cette lutte de libération nationale dans les bidonvilles et ailleurs, et
et toutes les vicissitudes de l'immigration, et en ramenant avec eux ces valeurs du terroir, des douars, des petits villages. Et je leur dis, pour moi, ces valeurs, c'est comme une montagne, quoi. C'est énorme comme valeur, même s'ils n'ont pas été... moi, je le dis souvent également, nos parents sont analphabètes bilingues, ni français ni arabe, mais on en est fiers, parce que... Mais il y a un rôle, justement, de la plus jeune génération de recueillir ces témoignages. Alors justement, c'est simplement pour terminer cette falaise, pour vous expliquer, quand je raconte à mes amis, je leur dis, c'est une montagne qui fait face à la mer, à l'océan européen, et puis elle fait face au vent marin, au sel marin, au soleil, etc. Et puis cette montagne, au fil des années, au fil des générations, elle s'effrite. Elle s'effrite, elle devient une vraie falaise avec une sorte d'aiguille, mais transmettons cette mémoire, transmettons ces valeurs pour que cette falaise ne s'effondre pas un jour. Sûr. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Pour aller dans le même sens, je dirais que Nanterre est emblématique de cette histoire, de cette mémoire. Je disais tout à l'heure qu'à Nanterre, il y a eu un parrainage entre Nanterre et Guemar, parce que les gens du bidonville de Nanterre, ils venaient d'un peu partout, mais principalement de deux régions, paradoxalement, de Guemar et de Marnia, Est-Ouest. Et avec la municipalité de Nanterre, il y a eu un jumelage avec Guemar, et la municipalité de Nanterre a offert, Jarry a offert la fontaine du bidonville à Guemar, qui se trouve aujourd'hui au centre de la ville de Guemar. On lui a construit un chapiteau, la fameuse fontaine dans laquelle venaient les Algériens tous les matins. Il y avait une fontaine pour plus de 5000 résidents, enfin, dans le bidonville. C'est quand même incroyable, comme ça, en perspective historique. Et que donc cette histoire et cette mémoire, la BDIC, la Bibliothèque internationale contemporaine de Nanterre, l'a recueillie à travers des entretiens filmés avec les gens de Guemar, les vieux qui habitaient le bidonville. Et malheureusement, elle n'est pas transmise aux jeunes. Et justement, moi, je plaide pour que l'université algérienne ou l'enseignement algérien, qu'on enseigne aussi cette histoire de l'immigration. Je ne crois pas savoir qu'il y a des modules d'histoire de l'immigration. Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y ait des modules d'histoire de l'immigration, de cette histoire, et même à l'école, je veux dire au niveau du primaire, de transmettre cette mémoire. Peu de gens savent, par exemple, que la fontaine du bidonville, elle est à aujourd'hui à Guemar, à la wilaya d'El Oued. Et qu'il y a encore des gens qui ont vécu dans le bidonville, ils sont très vieux, mais qui vivent à Guemar. C'est une fontaine, pour illustrer, c'est une fontaine qui se trouvait au milieu d'un des plus grands bidonvilles de Nanterre. Vous avez grandi une part non, moi j'étais dans un autre bidonville, qui n'était pas très loin, mais celui-ci c'était vraiment le plus grand, avec une seule fontaine pour toutes les familles. Et c'est là où se dresse actuellement le quartier d'affaires de la Défense. Monique Herbeau, dans le bouquin. On va revenir à cette élection. On a parlé bien évidemment du volet économie, du volet histoire et mémoriel, notamment avec bien évidemment l'histoire de l'immigration et l'histoire de la guerre d'Algérie. On va revenir maintenant, si vous le voulez bien, sur ce vote FN, le Front National, donc le parti d'extrême droite. Je le disais tout à l'heure, la défaite de Marine Le Pen est un soulagement, bien évidemment, notamment pour les milieux de l'immigration. Les Franco-Algériens ont eu un rôle dans ce débat politique. Vous vous êtes mobilisés pour faire barrage au Front National. Je pense en particulier à ce rassemblement du 4 mai dernier auquel vous étiez, Absolument. M. Itache. J'y étais et j'ai signé aussi le manifeste rejetant justement ce parti identitaire qui justement vise à fragmenter la société. C'est une chose dont nous n'avons pas besoin aujourd'hui. Et vous savez, la responsabilité des politiques qui ont été sanctionnés, ils l'ont été parce qu'ils ont joué sur les peurs, parce qu'à un moment, ils ont parlé de l'identité nationale. Et vous voyez, vous le disiez tout à l'heure, il y a une libération de la parole raciste, où les gens pensent qu'il s'agit d'une opinion. C'est un délit, le racisme. Et tenir des propos racistes est condamnable. Les gens ont tendance à l'oublier. Mais moi, ce que je veux juste dire, c'est que les politiques, à un moment, ont périlleusement ont mis justement sur la place publique ces débats d'identité nationale, uniquement à fragmenter. Ça n'est pas la victoire de Marine Le Pen. C'est la défaite du corpus politicus qui était en fonctionnement en France.
Moi, ce que je dis, et vous avez raison, vous connaissez cet adage, il faut savoir d'où l'on vient pour pouvoir justement construire demain. Moi, ce que je dis, et je vais reprendre le manifeste de Stéphane Hessel, engagez-vous, indignez-vous et engagez-vous. Aujourd'hui, les gens doivent connaître leur histoire dans un premier temps, mais c'est aussi de s'engager dans la vie politique et ne pas laisser les autres décider à votre place. Donc, et c'est ainsi que je pense qu'il faille construire la société de demain. Que les gens justement prennent leurs responsabilités. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on est quand même en droit de s'interroger, malgré la victoire d'Emmanuel Macron avec un score, le score le plus élevé, le deuxième score le plus élevé après celui qu'avait fait Jacques Chirac en 2002, entre le fort taux d'abstentionnisme, le vote blanc, additionné au fait que Marine Le Pen, elle, remporte un vote d'adhésion. Les gens ne votent pas Marine Le Pen par défaut, contrairement à certains électeurs, par exemple, de droite, qui ont reporté au second tour leur voix sur Emmanuel Macron uniquement pour faire barrage, on l'a bien compris, au Front National. On est en droit de s'interroger aujourd'hui, le Front républicain, ce fameux barrage au Front National, est-ce qu'il existe toujours? Est-ce qu'il n'a pas perdu de sa solidité par rapport à 2002? Bien sûr qu'il a perdu, parce qu'en fait, elle est en quête de fréquentabilité et on dédramatise ce discours haineux. Moi, ce que je veux juste dire, justement, on parlait de l'échec des politiques, justement, qui swingaient un petit peu avec le Front National, qui utilisaient des propos, des déclarations qui sont juste scandaleuses. Lorsque l'on est un républicain, on ne doit pas diviser, justement, la nation, parce qu'elle est une et indivisible, je pense. Là, on la voit en image, hein, justement, ouais. la carte de France, hein, les résultats au second tour, où on voit bien que Emmanuel Macron arrive majoritaire, hein, mais que Marine Le Pen garde des fiefs, si je puis dire, dans le nord de la France. Hein. Alors, sur le vote blanc, moi j'ai envie de vous dire qu'il n'appartient à personne. Il n'appartient ni à Marine Le Pen, ni à personne. Les gens, aujourd'hui, il est évident que nous n'avons pas un tiers de la population nationale qui est raciste. Ils se trompent de colère. Et justement, le challenge aujourd'hui du nouveau président de la République, c'est justement de pouvoir relancer l'économie, retrouver le plein emploi, pour que vous savez, ces partis se nourrissent de la xénophobie, de la haine de l'autre, parce qu'on a le sentiment que justement on est dépossédé de choses par l'autre, par celui qui arrive. Mais non, l'autre qui arrive, il vient aussi pour participer. Vous savez, l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte en France. Oui. Il faut tordre le cou justement à ces idées que justement on essaye justement d'inséminer dans l'esprit des gens. C'est la société française, elle est ainsi faite et c'est comme ça que je l'aime. C'est multiculturel. Quelle lecture vous faites, Kader Selmed, de ce barrage républicain? J'imagine qu'à Nanterre aussi, on s'est beaucoup mobilisé dans votre commune. Absolument. On s'est mobilisé, bien sûr, d'une manière très active sur Nanterre. On peut avoir les résultats de Nanterre, d'ailleurs? Au second tour de l'élection, Emmanuel Macron est arrivé largement en tête, largement en tête. Marine Le Pen. Hein. Absolument, largement en tête. Et à Nanterre, donc, comme sur les réseaux sociaux, on s'est tous mobilisés, mais d'une manière très active, pour dire non. Non à la banalisation de la haine, mais au-delà de au nom de la banalisation de la haine, on s'est surtout battu pour le non à la tergiversation, parce que de gauche à droite, il n'y a plus ces positions franches qu'il y avait auparavant de dire non. À l'époque du passage de M. Chirac, où tout le monde s'est levé d'un seul coup, droite, gauche, etc. Là, on a vu, je prends l'exemple de M. Mélenchon, qui le soir même du premier tour, au lieu de prendre une position franche, non, il nous a dit qu'il allait consulter les insoumis, etc., etc. C'est vraiment une nouveauté. Même à gauche, donc c'est pour ça que tout à l'heure on disait que c'est une nouvelle génération qui est arrivée, il y a une nouvelle donne et les clivages droite-gauche n'existent plus et au-delà de cette mobilisation, je pense que nous avons un rôle à jouer maintenant dans cette nouvelle donne. Oui, alors justement, on va rendre un petit hommage en image. Un mot sur oui, ça. Rapidement, parce qu'on va... Peut-être il y a des facteurs effectivement objectifs qui font monter le Front National, qui est le chômage structurel de longue durée, qui
a démarré dans les années 70, qui ne cesse un peu de s'approfondir, de se développer. Et le fait que le Front National aussi, d'une certaine façon, veut se dédiaboliser, tout en gardant ses fondamentaux derrière. Et vous l'avez vu dans le débat Macron-Marine, les choses ont été mises à nu. Mais les faits historiques sont là. On rappelle d'ailleurs, on a une pensée d'ailleurs pour feu Brahim Bouharam, qui a été jeté à la Seine par des militants du Front National qui sortaient justement d'un rassemblement FN. C'était le 1er mai. Puis on va rendre hommage ce soir sur le plateau de Diasporama à une personnalité du milieu associatif, un militant de la première heure parti trop vite, né le 23 février 1953 à Timzelet, à l'époque où l'Algérie était encore sous domination française. Mouloud Aounit était arrivé très tôt à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, ville où il a fait toute sa carrière. Il avait adhéré au MRAP en 1979 et il a fait ses premières armes de militantisme, si je puis dire, en 83, en participant activement à la marche pour l'égalité et contre le racisme, dite Marche des Beurs, dans laquelle il a beaucoup cru. Il a été donc secrétaire général, mais aussi président du MRAP. Et on va revenir sur quelques-uns de ces nombreux combats pour l'égalité à travers ces images du MRAP. Chaque 1er mai, en marge de la manifestation du FN, un hommage est rendu à Brahim Bouharam. Chaque année, les idées du Front National y sont montrées du doigt. La responsabilité morale du parti de Jean-Marie Le Pen sera vraisemblablement aussi au cœur des débats. De nombreuses associations dénoncent aujourd'hui l'Europe égoïste. Pour elles, la lettre des 2 garçons est un cri d'alarme. Ça doit nous interpeller et nous faire toucher du doigt l'immense désespoir et l'immense urgence de faire quelque chose et de gérer autrement cette question douloureuse que représente la question du sous-développement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français qui vont aller voter dimanche? Qui votent pour Chirac. Pendant ce temps-là, le secrétaire général du MRAP organise la manifestation et la prise de parole, le dos volontairement tourné au Louvre et au Front National qui manifeste juste de l'autre côté. Nous voulons tout particulièrement, en cette 7e année anniversaire, lancer un appel à tous ceux qui ont été tentés par l'aventure Front National pour dire la chose suivante, c'est qu'on n'a jamais rien construit sur l'exclusion et la haine de l'autre, si ce n'est que l'avènement du pire, si ce n'est que l'irréparable. De retour sur le plateau de Diasporama, donc à travers cet hommage rendu à Mouloud Aounit. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur les figures aujourd'hui? On a l'impression qu'on manque un petit peu quelque part. On a eu toute cette génération de figures emblématiques qui ont beaucoup milité pour l'égalité, contre le racisme. Alors bien sûr, il y avait Mouloud Aounit, il y avait aussi feu Malek Chebel sur le vivre ensemble et la question de l'islam. Abdelmalek Sayad également, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, que vous avez connu également, Abdelmalek Sayed. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a plus tellement de figures emblématiques aujourd'hui disons, pour revenir à cette histoire et pour un peu, on ne peut comprendre ces engagements qu'à travers une perspective historique. La marche Beurs de 83 est arrivée à un moment, disons, toutes choses égales par ailleurs, qu'on peut-être on est en train de vivre. Oui. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des crimes racistes. Il y a eu des dizaines de crimes racistes dans les années 70. Avec commis les fameuses... par les forces de police. Il y a lieu de oui, avec les fameuses lois Barbonnet-Stoléru, et c'était vraiment un verrouillage. Ensuite, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a eu des luttes sociales de l'immigration, notamment de grandes grèves. À Pénoir-Rouillat, à Gennevilliers, à Renault, etc. Il y a une montée de la contestation dans le milieu de l'immigration. Ensuite, les grèves des foyers Sonacotra qui arrivent après. Et puis la fameuse marche Beurs qui a mobilisé en novembre 1983 plus d'1 million de personnes et qui était portée par une jeunesse dite issue des immigrations, là aussi un terme qu'il faudrait peut-être déconstruire, qui arrive donc et qui demande la participation pleine et citoyenne dans la République française. C'est des gens nés
en France, qui sont français, qui demandent à participer. Les indigènes de la République, c'est ce qu'on pouvait lire c'est ce qu'on pouvait lire aussi sur certaines banderoles durant cette marche en 1983. Alors, on leur répond par les partis politiques. Il y a tout un ensemble d'associations, parce que ça foisonnait les associations à l'époque. Il y avait France Plus, il y avait SOS Racisme, il y a eu JALB, Mémoire Fertile, etc. Partout, il y avait des associations citoyennes, des associations, disons, de volonté de passer aux politiques, etc. Et tout ça, ça a été pris en charge par la Galaxie PS, par la Galaxie PS, SOS Racisme, qui, d'une certaine façon, un peu comme dans la colonisation, je m'excuse un petit peu par symétrie ou par image, par affinité ou par homologie, comme on dirait en sociologie, c'est-à-dire des situations identiques mais dans deux moments historiques différents. On a donc élu les meilleurs, les élites, on se les a appropriés, on les a mis dans les cabinets, et puis les élites sont séparées de la base, un peu ces élites de démonstration, ce que pouvaient les partis politiques, notamment le PS, pour les élus, disons, de la diversité, autre mot qu'il faut déconstruire. Vous pensez qu'il y a eu récupération ? Et là, ça a été l'échec. Ça a été l'échec au bout du compte. On est passé aux années 90 avec un nouveau mouvement social dans la jeunesse immigrée, après disons, l'affaire irakienne, la 90, 80, la chute du mur de Berlin, etc. Donc le désenchantement dans le mouvement associatif de l'immigration, une espèce de repli vers un mouvement associatif de création d'activités, de travail culturel, etc. Et puis après les années 2000, encore un autre repli, on revient vers des associations à but cultuel. Et ça se referme. En fait, c'est les non-réponses du politique, un peu comme, j'allais dire, qui prend les meilleurs dans une vision d'élire des élites de démonstration de ce que peut la République pour les meilleurs, et d'oublier le reste dans des ghettos urbains. Et c'est ça ce qu'aujourd'hui on vit du mouvement associatif. Donc Mouloud Aounit, juste un mot, je termine, juste un mot. Mouloud Aounit est quelqu'un qui ne s'est pas inscrit dans les partis politiques, justement. Lui, il a milité, il s'est engagé dans la Ligue, dans le MRAP et dans les combats pour les droits de l'homme. Même s'il était en affinité il a été souvent à Aubervilliers, contesté, mais c'est vrai qu'il était toujours libre. C'est l'image qu'on a gardée de lui. Dans la demande politique de participation au ministère, au cabinet, etc. Ouais. C'est quelqu'un qui était dans la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, et qui, effectivement, j'allais dire, s'est épuisé, puisqu'il en est presque mort. Enfin, il en est mort, je veux dire, à la fin. Et il est arrivé au bout avec où dans cette continuité de lutte, il a été taxé de quelqu'un d'identitaire parce qu'il s'était mis à défendre l'islam. Tout à fait, à combattre l'islamophobie. À combattre l'islamophobie. C'est un des premiers, un des pionniers à avoir mis en exergue le contexte et l'islamophobie. Effectivement. Tout à fait. Vous vouliez réagir à Kader Selmet là-dessus ? Disons, religieuses, classiques, modérées des gens, disons... Oui, je voulais simplement revenir sur la marche qu'on appelle communément des beurs, mais dont l'intitulé exact est marche pour l'égalité et contre le racisme, qui est partie de la banlieue lyonnaise, les Minguettes, Vénissieux, etc. Ils étaient une poignée de jeunes qui sont partis de manière spontanée et donc qui ont parcouru l'Hexagone en arrivant sur la place de la République à Paris. Et là, il y a eu, moi je dirais clairement le mot, il y a eu un hold-up. Un hold-up de la part de SOS Racisme et derrière SOS Racisme, bien sûr le PS. Et vous disiez tout à l'heure qu'une certaine élite avait été cooptée, voilà, a été cooptée, mais les instigateurs de cette marche, eux non, ils sont repartis bredouille. Une élite carriérisée qui s'est déconnectée de la base Non, c'est... Et puis ça fonctionne un peu comme ça. Hein. Oui. Quand vous voyez les représentants disons, de la diversité dans les ministères, c'est effectivement, on en prend quelques-uns pour montrer, voilà, ce que peut la République, absolument. Et le reste sont laissés pour compte. C'est ça un peu la réalité des choses. C'est pour ça que je pense que nous avons un devoir, et là, suite au reportage sur Mouloud Aounit, paix à son âme, je pense que de là-haut, s'il nous regarde, il doit nous dire, mais
avec cette nouvelle donne, mais bougez-vous, quoi. Oui. Bougez-vous, et comme vous le disiez tout à l'heure, ça manque de mouvement actuellement. Et ça de manque figures emblématiques dans lesquelles peut-être la jeunesse peut se reconnaître, de leaders en fait. Absolument. Le leadership, c'est peut-être ça ce qui manque aujourd'hui dans le milieu associatif. Alors je pense que nous avons actuellement, avec ce que nous n'avions pas à l'époque, ce que n'avaient pas les marcheurs, c'est les réseaux sociaux. Oui. Et il est possible maintenant de nous fédérer facilement de Strasbourg à Rennes, de Lille à Marseille et au-delà, et de faire quelque chose, et bougeons-nous. Et on en parlait ce matin, juste avant l'émission avec Abdeslam. Nous sommes, nous, élus, partants pour créer un mouvement, déjà entre élus, de se rencontrer et de voir ce que l'on peut faire. Le mouvement des démocrates franco-algériens existe. Il y a des recompositions possibles là. Absolument. C'est ce qu'on appelle en politique un appel de pied, monsieur Selmet. Oui, non, mais je sais bien. Monsieur vous dit qu'il a déjà un mouvement. Vous vouliez une réaction avant de redécouvrir ces images de 83 qu'on va observer. Les propos de monsieur Kadri, justement, il faisait un parallèle avec la culture coloniale. Ça n'est ni plus ni moins que de la culture coloniale. Lorsque l'on explique dans un mouvement, et je parle de cette marche qui a été quand même pour nous le début de quelque chose, cette façon de dire « attendez, poussez-vous, laissez-nous faire, on va parler à votre place, vous en êtes pas en capacité », je pense que nous avons vu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, avec beaucoup de méfiance, nous ne nous laisserons plus faire parce qu'aujourd'hui, nous avons des élus qui siègent dans des conseils municipaux, au conseil régional, dans les conseils départementaux et qui participent activement au processus démocratique avec l'élection du président en son sein et autres. Ce sont des principes démocratiques que nous connaissons. Aujourd'hui, ça ne se passe plus de la même manière. Vous savez, moi, j'ai été à plusieurs marches où on voit bien les partis politiques sont loin derrière. Ils ne sont pas au début des banderoles. Devant la banderole, c'est les familles des personnes qui ont été victimes de bavures et autres. Et les partis politiques très loin derrière, très très loin. Alors qu'on ne leur dit pas de ne pas y participer parce que c'est quand même des marches ouvertes, mais avec cette méfiance d'être récupérés. Et ça a été la récupération totale à l'époque de SOS Racisme que je combats. Parce qu'ils n'ont fait que surfer sur ça et ils se sont construits, ils se sont nourris de tout ça. Donc aujourd'hui, nous sommes assez grands et responsables pour pouvoir décider de ce qui doit être fait en France. On va revoir justement en image cette fameuse marche et ces marcheurs, les marcheurs chroniques des années beurre. C'est un film documentaire à voir et à revoir qui a été réalisé par Samia Chala, Naïma Yahi et Thierry Leclerc. Un documentaire qui retrace d'une façon pédagogique et émouvante cette marche épique d'octobre à décembre 1983. Un documentaire qui nous raconte de façon didactique l'histoire médiatique et intime qui a mené à ce 15 octobre 1983. Je trouve que c'est ce qui est formidable dans cette marche, c'est qu'elle est partie de gens sans importance, nous sommes des gens sans importance, d'une douzaine de personnes qui ont dit non, cela ne peut plus durer, ces meurtres de jeunes un peu partout en France ces derniers mois, ce climat de rejet des étrangers qui s'étend comme un cancer, eh bien, il faut l'arrêter. Et puisque les grandes organisations, manifestement, hésitent à se lancer dans une campagne d'envergure, eh bien nous allons prendre la route, comme d'autres avant nous l'ont prise, ces Noirs américains ou ces Indiens vus dans le film de Gandhi. Et nous sommes sûrs que le 3 décembre, à Paris, place de la Concorde, nous serons 100 000 pour affirmer oui à la France de l'égalité, oui à la France de la fraternité. Voilà, une allocution de Christian Delorme en 1983, surnommé le curé des Minguettes. Ce prêtre français de l'archidiocèse de Lyon est
a toujours été très impliqué dans le dialogue interreligieux, particulièrement avec les musulmans. Il est aussi un des disciples chrétiens de Gandhi. Il est de la communauté tibétaine en France et il défend les droits de l'homme au Tibet. Il faut rappeler d'ailleurs qu'en 1981, il avait fait une grève de la faim pendant 29 jours contre d'importantes expulsions de jeunes Algériens. Voilà, Christian Delorme, un parcours, une figure aussi emblématique à saluer ce soir sur le plateau de Diasporama. On arrive au terme de notre émission. On a abordé le poids des Franco-Algériens dans le débat politique comme électeurs, mais également comme élus, le rôle qu'ils ont eu à jouer dans cette dernière élection présidentielle et bien évidemment les attentes pour l'avenir, pour notamment le mandat d'Emmanuel Macron, certes, mais aussi ce fameux troisième tour, ces élections législatives. Avant de nous quitter, je vous invite à conclure. Kader Selmet, un mot avant de nous quitter, notamment sur la bataille des législatives. On espère, M. Itache nous parlait tout à l'heure d'élus, on a plus d'élus dans les conseils municipaux, on a plus d'élus dans les conseils régionaux, on aimerait voir aussi plus d'élus à l'Assemblée nationale. Absolument, donc c'est le but. Cela ne se fera pas d'une manière aussi facile qu'on le voudrait, parce que là nous sommes à un échelon un peu supérieur, et surtout que les partis politiques en place n'y mettent pas vraiment du leur. J'ai vu les investitures pour l'instant proposées par le parti de Macron, donc la République en marche. Il y a à peine 5% de candidats investis avec une consonance maghrébine, par exemple. Dont voilà. Leïla Aïchi, qu'on salue au passage et que nous avions reçu sur le plateau de Diasporama, pour parler notamment de son engagement en ce qui concerne l'écologie. Absolument, mais donc tout ce... Tout à fait. Et donc tout le travail que nous devons mener pour aboutir à une représentation plus large, c'est dès maintenant, quoi. C'est avec cette nouvelle donne, il faut y aller. Moi, je lance un appel à tous les élus franco-algériens à travers l'Hexagone pour qu'on passe à la vitesse supérieure. Là, on vient de voir la marche pour les beurs, on ne va pas refaire une nouvelle marche, mais qu'on invente... Non, on va faire une course. Ou une course, qu'on se mette en marche, mais à une vitesse supérieure, un nouveau concept, et on y va et on prend notre destin en main et on en est capable. Merci à vous, Kader Selmet. On va donner la parole à Abdeslam Itache. Je rappelle que vous êtes maire adjoint du Blanc-Ménil, mais aussi président de ce mouvement, ce jeune mouvement des démocrates franco-algériens. Aujourd'hui, moi, ce que je mets l'accent et je pointe justement cette responsabilité de la communauté à devoir voter pour des candidats qui défendent des choses qui les touchent, qui les concernent, pour justement avoir une représentativité au sein des hautes assemblées, à l'image de la nation française, pour qu'on puisse justement retrouver toute cette diversité dans le Parlement et qu'on puisse être entendu et pouvoir justement faire avancer les choses. En ce qui concerne Emmanuel Macron, vous disiez tout à l'heure, je ne serai pas très long, il se prétend ni de droite ni de gauche. Moi je dis qu'il est de droite et de gauche, il est aussi du pragmatisme, et l'idée c'est de pouvoir prendre les bonnes mesures de droite et les bonnes mesures de gauche. Vous voyez, parce que je pense que tout le monde n'a pas tort et que l'idée c'est vraiment d'essayer des choses aussi novatrices, mais pas non plus se refermer dans une idéologie politique. Il faut dépasser tout ça et pouvoir se dire que ça peut fonctionner. Moi, j'espère vraiment qu'il réussira parce qu'il a le devoir de réussir. Nous avons le Front National qui se hisse au deuxième tour. Ces 5 années seront déterminantes. Et il a le devoir de réussir. Et sur ça, naturellement, avec beaucoup de bienveillance, j'espère qu'il réussira pour la nation française. Alors, simplement, je voulais rajouter, oui. Si nous ne voulons pas souffrir et suffoquer sous la poudre de perlimpinpin, ah, vous avez réussi. Il est temps de s'investir. C'était notre challenge personnel. Il est temps de s'investir. Tout à fait. Voilà, un clin d'œil que vous ne comprendrez que si vous avez suivi le débat de l'entre-deux tours, mais que vous pouvez revoir, bien sûr, sur Internet. Avant de céder la parole à M. Aïssa Kadri, je rappelle quelques titres, justement, quelques bonnes pages, quelques conseils d'ouvrages à lire, notamment les mémoires algériennes. Mémoires algériennes, donc un ouvrage écrit par Aïssa Kadri et Gérard Prévost avec René Galissot, Mohamed Harbi, Laure Piti, Abdelmalek Sayad. Un ouvrage, donc, hommage bien évidemment à Abdelmalek Sayad, ce grand sociologue qui a beaucoup fait, notamment dans l'histoire, dans la sociologie, dans l'histoire de l'immigration. Nanterre en guerre d'Algérie également. C'est un ouvrage qui est disponible aux éditions Actes Sud, signé Monique Hervaux, Chronique du bidonville de 1959 à 1962. Et puis, enfin, autre ouvrage que nous vous recommandons, c'est Chansons kabyles en France et
et Mémoire de l'immigration de 1930 à 1974. Voilà, donc là on voit l'ouvrage de Monique Hervaux et puis un dernier ouvrage sur la chanson kabyle. Un événement également dans vos agendas à noter, c'est ce colloque au CNAM. Ce sera le 17 mai prochain, colloque consacré à la relation algéro-française à travers le prisme de l'économie. C'est bien ça, Monsieur Kadri? Les relations économiques France-Algérie ou franco-algériennes, avec des économistes et des personnalités politiques qui seront là. C'est au CNAM, rue du Faubourg Saint-Martin. Oui. Voilà, il y aura un débat. On vous laisse le soin de conclure notre débat de la soirée rapidement. Je pense que conclure, je suis parti d'un espace-temps générationnel, on est dans une nouvelle génération, il faut donner la responsabilité aux nouvelles générations, aux jeunes, et notamment du point de vue de nos diasporas, que ces jeunes arrivent dans l'espace politique, s'engagent, et on le voit d'ailleurs, ça commence à se faire. Quand on analyse les statistiques, sans aller aux statistiques ethniques, puisque c'est interdit, oui. On voit bien que les jeunes dits issus des immigrations s'inscrivent peu sur les listes électorales. Hein. Il y a des